Je suis Cédric Duluc, donc je suis avocat principalement. Donc je suis avocat depuis 8 ans. J'exerce à Aix-en-Provence, à Paris, un petit peu à Genève. Je me suis intéressé à la blockchain il y a environ 5 ans et on a la chance d'accompagner une partie de l'écosystème. Blockchain, que ça soit des particuliers qui ont des problèmes de plus-value, tout bassement, à certains États qui souhaitent, par exemple l'État de Monaco, où j'ai rédigé le projet de loi pour la circulation des titres sur la blockchain, ou encore pour les institutions qui souhaitent utiliser la technologie pour structurer tel ou tel pan de son activité. Un jour, on défendait les intérêts d'un client. Il nous a demandé si on acceptait d'être payé en crypto-monnaie et on lui a répondu un peu naïvement par l'affirmative. Il a échangé le soir avec les Échos et on a eu un article sur le cabinet au terme duquel le cabinet Bourse de Dubuc était le premier cabinet à accepter des paiements en Bitcoin. C'était le moment où le Bitcoin était à l'époque à son plus haut. Ça a l'air loin, mais ça n'était pas. Et donc on a eu énormément de clients qui sont passés par le cabinet qui au début voulaient traiter la conversion de leur crypto-monnaie en monnaie fiduciaire et les aspects légaux et réglementaires. On a eu des gens avec plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros sur des clés USB qui ne savaient pas quoi en faire, dont l'origine nous apparaissait légale, sinon on n'aurait pas accepté évidemment ces mandats, et qui devaient finalement justifier la provenance des fonds pour le convertir. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, en dehors des bienfaits de la technologie, une partie de la population qui a généré de véritables fortunes sans sueur, sans larmes, sans verser de sang et sans héritage. Donc ça nous est apparu assez singulier. Ça nous a amusé intellectuellement de commencer par ce biais-là, qui est le biais finalement de la compliance et de la fiscalité, qui sont des domaines que l'on traite au sein du cabinet, pour ensuite aborder la technologie sous ses aspects un peu plus structurants et macroéconomiques. D'abord, c'est une technologie qui est rétive à l'appropriation par le droit, parce que précisément, c'est une technologie décentralisée. Et le rêve le plus fou des cyberpunks, c'était de se passer et des banquiers, et accessoirement des notaires, et évidemment des avocats qui constituent un obstacle finalement à la liberté d'entreprendre et de réaliser des économies et de faire et d'échanger des actifs quels qu'ils soient. Donc, technologie rétive à l'appropriation par les tiers de confiance et en même temps nécessité pour les tiers de confiance de s'approprier une technologie pour finalement optimiser certaines tâches qu'ils avaient à réaliser aujourd'hui. On pense aux huissiers qui horodatent des événements, on pense aux notaires qui stockent, qui horodatent également des événements, et on pense potentiellement aussi aux avocats qui, lorsqu'ils font de l'ingénierie contractuelle ou sociétaire, ont vocation à rédiger certains contrats qui ont vocation à sécuriser juridiquement les affaires et transmettre finalement des titres, des actifs, des biens immobiliers de A à B, avec évidemment un tiers de confiance ou une substitution du tiers de confiance par justement cette technologie blockchain qui a vocation à ces substitutions. Phénomène en tout cas déconcertant pour le juriste que de voir arriver cette technologie. Appropriation de la technologie par le droit, et du droit par la technologie. On pourrait faire une thèse là-dessus. Le droit a commencé par observer d'abord l'acquisition des crypto-monnaies. Ensuite, le droit a commencé par observer les ICO. Le droit a commencé par observer les STO. Le droit observe maintenant les equity tokens, on va les appeler comme ça. Le droit observe le forum shopping, qui est de choisir son état pour développer son activité lorsqu'on est une activité d'affaires entre professionnels et consommateurs. Où est-ce que je mets mon siège social? Qu'est-ce qui se passe en termes de fiscalité? Le droit observe aujourd'hui plus ou moins activement l'émission de jetons, et il y a une analyse assez fine aujourd'hui qui est posée par l'AMF notamment, lorsque certains projets, je dirais, ont vocation à être labellisés par la France, ce qui peut effectivement offrir un certain intérêt, notamment en termes d'assurance et de possibilité d'être bancarisé pour les projets qui sont les plus méritants. Donc voilà, appropriation par le droit un peu à tous les niveaux, puisque finalement on a du mal finalement
à accomplir le rêve initial qui est de se passer totalement des juristes et des avocats. Bigre, nous sommes encore là et c'est un bonheur finalement, très sincèrement, de pouvoir côtoyer cette technologie, soit en amont, soit en aval, d'être questionné, de questionner le droit et finalement d'avoir une certaine plasticité dans nos raisonnements traditionnels qui sont mis à l'épreuve, entre guillemets, par cette technologie. Mais en tout cas, elle permet de chaîner un certain nombre d'événements, elle permet de créer de nouveaux usages, elle permet de financer certains projets ab initio en substituant le crowdfunding qui atteint parfois ses limites. Elle permet, je pense à terme, elle permettra à terme de pouvoir investir, de pouvoir permettre à les entreprises de rencontrer des investisseurs beaucoup plus facilement à travers des lieux de rencontre que sont des plateformes qui commencent à émerger et qui vont permettre la rencontre entre les investisseurs et les entreprises qui ont besoin de fonds propres et non pas uniquement de lever de la dette comme malheureusement on le voit qu'aujourd'hui. Et la blockchain peut permettre justement d'atomiser les investisseurs du monde entier pour certains projets qui sont pertinents avec une technologie open source, rapidité, transparence, sécurité. On connaît les atouts de la technologie et je pense que c'est une très très belle évolution quand on s'en empare sérieusement. Je pense que si on doit faire l'autocritique, si le secteur doit faire son autocritique, c'est que parfois on manque de sérieux, de structure, de patience, de sérénité. Parfois, c'est un environnement très mobile, très fugace, parfois très impatient. Et les avocats sont là, non pas pour retarder les opérations, mais justement pour s'assurer qu'elles correspondent aux droits traditionnels. Si vous me demandez si la blockchain va mettre un terme à certains métiers, je pense que la réponse évidemment est assez relative. Horodater, enfin, faire un constat d'huissier n'est pas simplement l'horodatage d'un événement, c'est la mise en circonstance, c'est l'explication, c'est l'explicitation, c'est l'interprétation, c'est précisément d'avoir un homme de loi qui va aujourd'hui non pas uniquement prendre une photo, mais s'assurer que telle personne est bien telle personne pour photographier un événement. Ensuite, l'horodatage de ce constat-là dans la blockchain est finalement un constat augmenté 3.0. Je pense à l'application, par exemple, Kawaii Chain, qui est développée par des amis qui sont absolument brillants, qui sont des huissiers, qui ont développé la blockchain. Les notaires sont en train de développer la blockchain pour précisément certifier l'horodatage de leurs documents. Les avocats le font un peu moins parce que précisément, il y a un tel panel d'intervention des avocats que finalement, nous faisons des actes qui sont finalement à forte valeur ajoutée, sans forcément nous comparer et nous survendre. Je pense que le métier d'avocat, c'est un métier de conseil où la liberté et idéalement l'intelligence règnent au service de projets. On n'a pas ce rôle finalement on n'a pas cette délégation de service public qu'ont les notaires ou les huissiers, par exemple, ou les greffiers. Je ne ressens pas tellement le besoin tant d'éloigner les confrères que de les amener vers la blockchain. Je pense que c'est un domaine, ce qui n'est pas un domaine d'ailleurs juridique, je pense que c'est une technologie. Je suis d'ailleurs assez inquiet de voir des avocats qui ne font que la blockchain, parce que précisément, ce n'est pas une spécialité juridique, la blockchain. C'est une technologie. Quand il y a un projet de blockchain qui arrive, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, il faut créer une société. Donc il faut être très bon en corporate. Il faut trouver en quel pays on crée la société. Donc il faut être bon en droit international. Il faut regarder si on met des holdings ou si on ne met pas des holdings. Il faut être bon en fiscalité. Ensuite, il faut faire des contrats avec l'équipe, avec les partenaires, avec les prestataires. Il faut vérifier ces contrats-là. Ensuite, il faut regarder au point de vue social si la sauce est bonne, si tout est OK. Ensuite, il y a un aspect compliance évidemment qui arrive. Ça, c'est l'aspect réglementaire qui est essentiel. Est-ce qu'on qualifie le jeton? Enfin, là, on rentre finalement dans le cœur du réacteur. Je pense que si effectivement on n'a pas une parfaite lecture du code monétaire et financier pour savoir qu'est-ce qu'un compte titre, lorsqu'on parle d'equity token, c'est totalement aberrant d'accompagner certains projets qui ont vocation à diviser un bien immobilier en 10 000 et qui veulent finalement révolutionner l'usus, le fructus et l'usus, qui est un concept qui a 25 siècles. Donc je crois il y a une hubris des professionnels de la blockchain qui pensent, à tort ou à raison, qui vont tout révolutionner du jour au lendemain par une technologie décentralisée. C'est à relativiser et le marché parfois porte certains projets, mais certains projets
parfois tarde aussi à faire éclore de nouveaux usages. C'est ça, à mon avis, qui est le plus frappant. Il y a de nouveaux usages qui vont arriver. À mon avis, c'est ceux-là qu'il faut identifier. Oui, alors ça abolit un peu la notion de lieu, de temps, et en même temps, quand un investisseur pakistanais investit 300 000 € dans un projet, finalement, on est vite rattrapé par la réglementation AML, par la lutte contre le blanchiment, pour savoir d'où viennent les fonds. Donc, finalement, il n'y a pas de. Là, c'est amusant parce que finalement, on a l'impression que la technologie emporte tout sur son passage et qu'on peut acheter finalement ou vendre des jetons à des gens qui viennent du monde entier. C'est à relativiser. Les États-Unis ont une réglementation qui est évidemment qui rend cela impossible, hein, pour les citoyens américains. Il y a beaucoup de pays qui sont en zone grise ou en zone noire. Si effectivement on propose un outil qui permet à des investisseurs de blanchir des fonds qui peuvent venir du terrorisme, nécessairement, on est complice au sens pénal, au sens civil, au sens financier. Bon, il faut pas, à mon avis, être totalement intimidé par cela. Il y a des façons, aujourd'hui, il y a des KYC qui sont assez sérieux, assez bien faits. Il y a des KYC humains, il y a des KYC technologiques, il y a des KYC humains qui viennent après les KYC technologiques. Ce qu'il faut en tout cas démontrer aux régulateurs, c'est les moyens physiques, technologiques, intellectuels, en termes de sécurité informatique également, qui seront mis en œuvre au terme de tel ou tel projet pour précisément sécuriser les intérêts divers et variés, les intérêts des investisseurs, mais l'intérêt également de l'État, qui va avoir vocation également à fiscaliser une partie des revenus qui transitent par la plateforme. Le droit traditionnel est revigoré par la blockchain, puisque enfin, la loi Pacte notamment est venue poser un cadre en France assez normatif. Il y a une évolution législative qui est heureuse ou malheureuse en fonction que l'on soit adepte ou non des crypto-monnaies. Mais il n'y a pas que les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est finalement la partie immergée de l'iceberg. C'est ce que les gens peut-être connaissent le plus. C'est ce qui fait parler la blockchain. C'est peut-être la face excitante pour certains. Parfois, ce sont des jetons qu'on peut assimiler à des jetons de foire pour aller à la foire. Parfois, c'est des jetons qu'on peut qualifier de produits financiers. Parfois, c'est des jetons qu'on peut assimiler à de l'euro. Et à cet égard, la FINMA en Suisse a opéré justement cette trilogie très intéressante entre ces trois types de jetons. Les jetons financiers doivent nécessiter un agrément auprès de la FINMA. Il ne faut pas non plus tout revoir, mais il faut analyser en tout cas les projets à l'aune des réglementations en vigueur.